Hey, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de l'autoportrait. Alors pour commencer, vous raconter un petit peu l'histoire en fait et la naissance de ce genre artistique. Alors, c'est un genre à part entière finalement assez tardivement. On parle plutôt du portrait. L'autoportrait est un dérivé finalement de ce genre artistique-là. La plupart d'entre vous sauront ce que c'est un portrait. Un autoportrait, bien sûr, auto-je, portrait, représentation d'une personne, donc autoportrait, ma propre représentation. Alors, elle va prendre plusieurs formes, suivant du coup les courants artistiques, les époques, etc. Mais je vais vous parler déjà de la naissance. Quand est-ce qu'apparaît l'autoportrait? Pour replacer dans le contexte, je vais vous rappeler une petite leçon de primaire. Vous vous souvenez de la frise chronologique? Ce qui est intéressant de se rappeler, c'est de ce qui s'est passé avant. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre d'où on vient. Pour petit rappel, du coup, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et ensuite l'époque contemporaine. Au Moyen-Âge, les artistes étaient considérés comme des artisans. À la Renaissance, donc au début des temps modernes, vers 1492 à la découverte de l'Amérique, ou alors 1453 à la chute de l'Empire byzantin. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais le statut en tout cas de l'artiste va changer, va évoluer. On passe d'un artiste artisan à un artiste intellectuel, donc une personne en tant que telle qui a accès aussi à des ouvrages, qui devient lettré et qui devient bien sûr de plus en plus apprécié et privilégié. L'artiste donc, pour montrer que les peintures qu'il réalise, les sculptures qu'il fait, ne viennent pas du ciel, il veut bien sûr montrer qu'il y a quelqu'un derrière. Donc l'autoportrait va naître à ce moment-là. Alors au départ, pas forcément comme on entend aujourd'hui, mais certains du coup vont utiliser des petits stratagèmes pour se montrer. Velázquez, par exemple, dans les Ménines, va se montrer en train de peindre le tableau qu'on est en train de regarder. Donc des mises en abîme qui vont se faufiler petit à petit, et puis d'autres vont bien sûr se montrer en tant que telles. Il y a toute une évolution du coup durant les temps modernes où l'artiste va prendre de plus en plus de place. Au Moyen-Âge, l'art était plutôt religieux. Il n'y avait pas de perspective, de profondeur et de réalisme bien sûr dans la représentation des personnages. Tout ça va bien sûr naître à la Renaissance. On va découvrir le monde, on va s'ouvrir à tout ce qu'il y a autour de nous. La nature, d'où la naissance des paysages, et puis le corps humain, l'anatomie, et du coup soi-même, notre propre existence. Alors on ne pense pas forcément à un futur, mais en tout cas, on va déjà prendre conscience de l'instant présent. Donc l'autoportrait prend, je vous l'ai dit, plusieurs formes. L'artiste va soit l'utiliser de manière juste esthétique, technique, puisque bien sûr le premier modèle que nous avons et qui est gratuit, c'est soi-même. Alors soit on utilise aussi ses amis, sa famille, sinon il faut payer un modèle, ou sinon c'est les commanditaires, mais là, il ne faut pas trop se planter. Du coup, on va s'entraîner sur soi-même. Donc les artistes vont utiliser l'autoportrait dans ce but-là, au départ. Et puis, pour certains, ça va même aller au-delà de l'esthétique, mais aussi thérapeutique. Van Gogh, par exemple, ou Frida Kahlo, pendant sa convalescence, va utiliser l'autoportrait comme un moyen justement d'exorciser ses peurs, etc., de se comprendre, d'aller au-delà en fait de sa maladie. D'autres artistes, comme Claude Monet par exemple, qui s'intéressent plus particulièrement à la représentation des paysages et des jardins qu'à la représentation des figures humaines, réalisera apparemment 3 autoportraits pendant la Première Guerre mondiale, avant de réaliser justement ces grandes décorations des nymphéas. Mais pas du tout content finalement de ces effigies, il va en détruire 2 d'entre elles. Il aurait remis le 3e tableau à Georges Clemenceau. Tout ça bien sûr va évoluer au fur et à mesure des siècles, des époques et suivant bien sûr aussi les mentalités. Mais l'autoportrait reste encore aujourd'hui une manière importante pour les artistes de s'exprimer. Il va prendre plusieurs formes, soit on représente le visage, mais aussi soit on représente son atelier, son intérieur, aussi du coup, sa personnalité, son atmosphère, sans forcément se représenter physiquement, réellement. Donc, il y a plusieurs manières de décrire aussi un portrait. Celui-ci est ce qu'on appelle un portrait en buste. Donc, on représente le visage et puis une partie justement du buste, ou alors la totalité, ça peut aller jusqu'aux genoux ou aux chevilles. À ce moment-là, on appelle ça aussi un portrait à mi-hauteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les portraits dits en pied, donc qui vont de la tête aux pieds, étaient réservés en fait aux souverains. Et donc tous les artistes ou personnes du commun des mortels avaient seulement droit à un portrait en buste. Alors il y a quelques exceptions qui confirment la règle à chaque fois. Richelieu par exemple s'est octroyé le droit d'avoir un portrait de lui en pied. Les codes bien sûr vont changer avec la Révolution française. Les artistes vont être contre l'Académie et donc certains vont bien sûr ensuite changer les règles du jeu et donc des portraits en pied des artistes et d'autres personnes vont bien sûr faire leur apparition.
Ensuite, c'est la description du visage. Donc vous avez soit un portrait de face, soit de profil, de 3/4, ou alors de dos. Bien sûr, pour le profil et de dos, c'est un petit peu compliqué pour reconnaître la personne. Du coup, on va privilégier bien sûr le face et le 3/4. Il faut savoir que par contre, de face, nous sommes tous asymétriques. Et donc, la posture de 3/4 était privilégiée pour justement donner aussi un peu plus d'importance, de prestance au modèle, et puis pour cacher justement ces petits défauts physiques. Bien sûr, il y a encore une fois, des exemples qui confirment la règle. Ça existe, les portraits de profil, de face, de dos, mais vous verrez plus généralement des portraits donc de 3/4. Pourquoi 3/4? Un moyen mémotechnique. Vous avez 2 yeux, 2 oreilles, ça fait 4. Si vous tournez un petit peu la tête, vous enlevez une oreille. Du coup, vous voyez que 3 choses sur 4. Portrait de 3/4. Autre petit détail, au 19e siècle est breveté en 1839 la photographie. Ce qui va permettre aux artistes, en parallèle de faire leurs croquis, de bien sûr avoir une banque de données photographiques. Ils vont utiliser ces photographies comme modèle. Et donc ce qui est intéressant avec la photographie, je vous montre ces 2 autoportraits. Si vous regardez bien, il y a un petit détail qui les différencie. Alors, on ne le voit pas forcément du premier abord, on se dit peut-être que oui, c'est la couleur, il a pas les mêmes habits, il n'est pas au même endroit, etc. Ça, certes, je vous l'accorde. Mais regardez bien, regardez son pinceau. De quelle main il le tient? Eh bien, pas des mêmes. Hein. Une fois il est gaucher, une fois il est droitier. Alors vous allez me dire, bah ouais, bah, il est ambidextre, ça existe. Sauf que non. Donc cet artiste est Émile Friant. Il était droitier. Il faut savoir que pour réaliser un autoportrait, la technique de base, c'est bien sûr le miroir. Sauf que dans un miroir, l'image est inversée, donc un droitier devient gaucher et le gaucher devient droitier. Au 19e siècle, Émile Friant va bien sûr utiliser du coup la photographie. Il ne va pas forcément être photographe, mais il va utiliser la photographie pour ses réalisations. Et donc ici, un autoportrait où il se représente d'après un miroir, celui où il est dans son atelier. Donc encore une fois une mise en abîme où il est en train de peindre le tableau qu'on est en train de regarder. Et puis l'autre c'est un portrait plutôt officiel, vous voyez bien par rapport à sa tenue, hein, il n'est plus en blouse et il y a plutôt un costume. Donc pour se montrer, hein, plutôt pour les commanditaires et puis diffuser justement son image. Donc il est en train bien sûr de poser et donc là c'est à partir d'une photographie. Donc voilà, je vous montre d'autres exemples d'autoportraits qui existent. Alors il y en a tellement, je ne pourrais pas tout vous montrer bien entendu. Et encore aujourd'hui, avec les moyens technologiques que nous avons, les autoportraits sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces. Je veux bien sûr parler des selfies. À votre avis, quand vous prenez un selfie, quelle posture avez-vous? Pour ma part, je connais déjà la réponse. Sachez que vous utilisez, sans même le savoir, les techniques des créations antérieures. Comme je vous l'ai dit, l'histoire de l'art est un perpétuel recommencement. Je vous souhaite en tout cas de faire de jolis selfies, de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt en espérant que cette vidéo vous aura plu.